Bonjour chers téléspectateurs, vous êtes en train de regarder l'émission La Voix de la Vérité sur la chaîne Novorossiya TV que j'anime aujourd'hui. Je m'appelle Svetlana Kiselyeva. Notre invité du jour, c'est Philippe Kalfin, le volontaire français qui combat dans l'armée de la DNR. Здравствуйте, Philippe. Здравствуйте. Est-ce que vous pouvez vous présenter et peut-être dire deux, trois mots qui vous êtes Je m'appelle Philippe Kalfin, j'ai 23 ans. Je me suis engagé il y a un an quasiment jour pour jour. Aujourd'hui, je suis intégré dans le 3e bataillon de la garde républicaine, qui est actuellement rattaché au corpus. J'ai été attaché à ce régiment depuis 6 mois environ. Actuellement, je travaille avec un Serbe, c'est-à-dire qu'au niveau des étrangers, c'est assez limité. Et je suis donc dans l'artillerie. Donc vous dites au niveau des étrangers c'est un peu limité. Est-ce qu'il y a beaucoup de volontaires étrangers qui sont aujourd'hui à l'armée du Donbass? Alors c'est paradoxal, on peut penser qu'il y a beaucoup d'étrangers. Personnellement j'ai été très déçu que aussi peu de gens soient informés et très peu finalement de participants, de volontaires ici dans la DNR. C'est un engagement qui porte par rapport au gouvernement français, par rapport au gouvernement ukrainien, et forcément le gouvernement russe. Et je pense que ça touche directement, oui, forcément, ça touche directement la population française, que le gouvernement français travaille donc avec le gouvernement de Kiev. Je voudrais vous poser la question, qu'est-ce qui vous a motivé pour rejoindre l'armée de la DNR? Alors ça a été un tout. J'ai commencé au tout début à m'intéresser par rapport à la politique interne du pays. Et petit à petit, je me suis intéressé aux différentes guerres. Et ce conflit m'a particulièrement touché parce qu'on se rattache à la frontière russe. Et c'est un conflit qui est financé par les Américains, en très grande partie. Et toutes les guerres, on se rapproche de plus en plus de la frontière russe, jusqu'à maintenant où on est vraiment sur la limite, et c'est une provocation directe. Et c'est toujours les Russes qui font l'effort de calmer le jeu. Et on voit bien que les intérêts américains sont de faire la guerre, sont de provoquer, armes, financent les gouvernements ou les gouvernements qui ne veulent pas travailler avec eux, ils les corrompent, ils font des fausses révolutions pour amener les gens à aller dans leur camp par la force ou par la diplomatie. Et pourquoi le Donbass? Pourquoi pas, par exemple, il y a d'autres endroits sur la Terre où il y a des conflits, où le nouvel ordre mondial combat des pensées différentes? Il y a la Syrie qui est peut-être historiquement plus proche de la France. Pourquoi vous avez rejoint le Donbass? C'est le cœur qui a parlé. Mais non, c'est toutes les images, c'est la désinformation française par rapport à la désinformation et à la réalité qui s'est faite, par rapport au Maïdan, par rapport à Odessa, le fait qu'on bombarde des civils, le fait que... c'est le cœur qui a parlé, et je me suis senti vraiment concerné, et pour moi c'était normal de m'engager. Est-ce que selon vous, les médias français ont couvert le conflit à l'est de l'Ukraine, et comment vous avez appris qu'il se passe quand même quelque chose? Moi, je me suis réinformé par des journaux, on va dire, de la dissidence. C'est-à-dire que les médias français en parlent très peu. Et lorsqu'ils en parlent, en général, c'est du côté de Kiev. Là, dernièrement, c'était sur France 3, je crois. Ils ont fait un interview. J'ai été assez surpris parce que la tendance commence à se renverser un peu. Les médias commencent à parler des bataillons nazis, les bataillons Azov du côté de Kiev. Donc la réinformation commence doucement à se faire. Donc je suis assez optimiste, il est assez possible que les gouvernements occidentaux finalement acceptent le fait qu'il y ait une partie russe en Ukraine, et que historiquement les russophones ont toujours fait partie de l'Ukraine, et donc il semblerait que ce soit possible d'avoir donc ces deux pays qui subsistent à la fin de la guerre. Vous avez dit que donc il y a peu d'informations. C'est dû à quoi? Quelle est, selon vous, la situation politique en France actuellement? Quelle est votre vision? La politique française, aujourd'hui, c'est plus vraiment une politique française, c'est plus comme des managers qui gèrent une entreprise. Et aujourd'hui, notre patron, c'est les Américains. Et le fait que les Américains soient pour Kiev nous empêche
empêche le gouvernement français de prendre parti plus pour la justice et la vérité que pour le financement. Il y a eu des attentats terroristes récemment à Paris. Il y en a eu un qui était au début de l'année 2015 et puis un autre en automne, en novembre. Qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi? Quelle est votre analyse? Oui, je pense que c'est par rapport au nouvel ordre mondial. Ça arrange, c'est tout dans les intérêts des gouvernements, des lobbies de l'Occident, de forcer l'immigration donc, dans ces pays occidentaux pour forcer le chômage, pour le mixage des populations aussi, et aussi pour nous confronter les pauvres contre les pauvres, finalement le peuple contre le peuple, plutôt que s'attaquer directement aux responsables, ceux qui ont tout le pouvoir, ceux qui prennent toutes les finances et finalement toutes les récompenses. C'est une tactique très vieille de diviser le peuple et diviser les... Et qu'est-ce que vous-même, vous pensez? Parce que vous êtes venu dans un autre pays pour combattre une arme à la main. Et qu'est-ce que vous pensez? Quel est votre avis sur des gens qui fuient leur pays, qui ne résistent pas, mais qui vont à l'Occident? Pourquoi? Oui. Alors, beaucoup de choses à dire à ce niveau-là. Il y a plusieurs catégories de gens, d'immigrants. On voit bien qu'avec Daesh, c'est un problème au niveau de l'immigration. Donc il faut séparer les gens qui viennent de mauvaises et de bonnes intentions. Maintenant, ce qui est certain, c'est que ça pose un réel problème en France, notamment qu'on loge des immigrants de meilleures conditions que nos SDF français le sont. C'est-à-dire qu'ils ont des droits qui sont improportionnels avec nos possibilités, nos capacités d'action. Quelle pourrait être la solution à ce problème? Est-ce qu'il faut combattre l'immigration? Est-ce que les Français doivent faire quelque chose? Déjà, il faudrait faire... quand notre gouvernement est hypocrite. Soi-disant, on s'attaque à Daesh, mais on sait très bien que dans le même registre, les Américains et les Occidentaux financent et arment c'est l'État islamique et donc ces rebelles. Et souvent, on voit bien dans les articles qu'on prend des prises avec des armes françaises qui sont en direction de la Syrie. Donc déjà, je pense qu'il faudrait mettre plutôt carte sur table et les attaquer directement au lieu de jouer le jeu du pétrole avec la Turquie. Vous pensez que c'est le gouvernement qui doit agir ou est-ce que le peuple pourrait faire quelque chose? Je pense que comme je disais, beaucoup de révolutions, beaucoup de choses sont faux et manipulées finalement par les gouvernements. Donc pour moi, que le peuple se réveille, ce serait un rêve. Forcément, je ne peux pas dire le contraire. Maintenant, est-ce que ça va vraiment se passer? Est-ce qu'il y a une possibilité? Peut-être avec l'information, ça pourra se faire avec le temps. Mais ce qui est sûr, c'est que la propagande a une très grande force en Occident, que tout est hypocrite. On parle de démocratie et on voit bien que le peuple n'a aucune décision. Donc le peuple peut agir, mais il serait temps de se réveiller maintenant. Vous-même, vous combattez ici, pourquoi? Donc moi, ça a été tous les enjeux. C'est une guerre qui est instrumentalisée. Depuis le Maïdan, c'est instrumentalisé, c'est-à-dire que ça a été un renversement déjà hypocrite, dans le sens où c'était censé être une révolution sociale. Et on voit bien que ça s'est très vite renversé en tant que guerre anti-russe, finalement anti-russophone plutôt. Et donc avec des intérêts financiers. Et je considère qu'en tant que militant, à un moment ou à un autre, il faut passer à l'action, qu'on ne peut pas simplement... excusez-moi, mais beaucoup de gens passent leur temps à écrire sur Internet des pro-ci, pro-ça, et finalement n'agissent pas. Voilà. Pouvez-vous nous dire quelques mots sur la situation sur le front, dans la mesure du possible, bien sûr? Quelle est la situation? Est-ce que les accords de Minsk sont respectés? Non, ça n'a jamais rien arrangé. Les accords de Minsk sont très superficiels. Les Ukrainiens attaquent toujours avec tout ce qu'ils ont. La situation varie très vite, change très rapidement d'un jour à l'autre. Ça peut être relativement calme pendant une semaine et les attaques sont très inattendues. Les attaques de qui? Est-ce que vous savez? Alors, la situation est un peu particulière. On a déjà vu un affrontement, donc de mes yeux j'ai vu ça, un affrontement entre le bataillon Azov et l'armée régulière. Donc dans l'armée régulière, c'est
ça tient beaucoup de l'ignorance et aussi du forçage. C'est-à-dire que beaucoup de gens se font embrigader et beaucoup de gens se font prendre de force pour rejoindre cette armée. Et ensuite, c'est une question de survie une fois qu'ils sont au front. D'accord. Et d'autre part, il y a ces bataillons des paramilitaires. Quel est leur rôle? Quelle est leur position? Alors, au moment de la Révolution, ce sont des groupes qui ont pris une grande part dans ce Maïdan, ce qui fait qu'aujourd'hui c'est très délicat pour le gouvernement ukrainien de les mettre à côté. Ils ont joué un très grand rôle dans cette révolution. Et on voit bien, ils ont essayé de... Enfin, ça a été encore une fois hypocrite. Ils ont soi-disant arrêté les financements, et finalement ils sont passés par d'autres agents qui refinancent. C'est un jeu d'échecs, mais... Et aussi, ça fait évidemment des soldats en plus, ça fait de l'effectif en plus. Est-ce qu'il y a les cas, selon vous, de violation du cessez-le-feu par qui? Nous, on répond donc aux attaques. Vous pouvez interroger beaucoup de soldats. Les soldats ne veulent pas la guerre. Et donc on est là vraiment dans un cadre de défense du territoire et donc du peuple, des civils aussi. On fait au mieux. Le problème, c'est qu'on manque d'un gros effectif de personnel parce que de notre côté, c'est que du volontariat. C'est-à-dire que personne n'est forcé à aller au front et forcément le territoire est beaucoup plus petit et donc les gens à même à se battre sont un peu moindres. Mais jusqu'à maintenant, le front s'est stabilisé, c'est-à-dire que les frontières sont... Dernièrement, il y a eu quelques changements de front, mais grosso modo, le front reste inchangé, ne bouge pas. Donc c'est une guerre de position. Et donc il y a énormément de provocations, énormément de violations, de cessez-le-feu. Mais les frontières actuellement ne bougent plus trop. Et aujourd'hui, c'est surtout une guerre politique aussi qu'il faut régler ça, et des intérêts financiers. Et donc, vous m'avez dit que vous êtes ici depuis un an. Ça fait un an que vous avez intégré l'armée de la DNR. Quelle est votre position dans cette armée? Comment sont vos conditions? Est-ce que ça a évolué? Alors c'est pareil, ça change très vite. J'ai connu des conditions extrêmement difficiles, sans nourriture, sans eau, à dormir dans des conditions... ça m'a changé ma vie par rapport en France. Mais la structure de mon régiment actuel est très bonne. Et quand on peut trouver des solutions, on fait le maximum quand même pour que les soldats soient en bonnes conditions. Après, ça dépend, c'est par rapport au ravitaillement, par rapport aux conditions de vie, certaines choses ne dépendent pas forcément de la bonne volonté. Vous manquez de quelque chose? Est-ce que les Français doivent collecter de l'argent pour vous aider? Comment ça se passe? Alors actuellement, on a un salaire. Les bataillons, les régiments sont en train de s'unifier, donc au sein du corpus. Avec notre salaire actuel, on a quand même la possibilité de survivre. Et surtout, il faut faire attention avec les dons, que certains étrangers et non étrangers, qu'importe la nationalité, font des dons pour finalement eux-mêmes. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de corruption. C'est un État qui est en train de changer. On est au mi-temps de deux générations et de deux systèmes différents. Et les anciens travaillent toujours un peu de l'ancienne façon, c'est-à-dire toujours avec la corruption. Donc on va faire un système avec du progrès, mais actuellement il faut toujours faire attention par rapport à ça. Et faire attention à qui on donne et passer directement par des associations ou par des gens natifs d'ici qui connaissent réellement la situation et qui ont peut-être moins d'intérêt que certaines personnes. Peut-être pour conclure, on va parler de votre pronostic. Comment vous pensez les choses vont évoluer dans Donbass? Est-ce que est-ce que selon vous c'est possible de réunifier l'Ukraine? Est-ce que les républiques resteront indépendantes? Quelle est votre vision? Que la DNR et la LNR retournent en Ukraine, cette possibilité est à éliminer de suite, c'est totalement impossible. Vu tout ce qui s'est passé, c'est totalement impossible que la population, elle s'est quand même faite bombarder, et il y a eu énormément de morts, donc ils accepteront jamais une défaite. D'ailleurs, si on a pu résister comme ça, c'est aussi en grande partie à l'aide de la population qui n'est pas entièrement partie, qui fait qu'ils hésitent par rapport à la diplomatie donc mondiale, des médias, qui fait qu'ils ne peuvent pas lancer une offensive d'une envergure réellement très importante.
Donc cette partie-là, non, c'est totalement impossible. Quand je suis arrivé, je rêvais un peu par rapport à la Novorossia. Mais actuellement, on voit bien que les effectifs sont trop peu importants pour qu'on reprenne les territoires occupés. Donc mes pronostics, ce serait plutôt que la Russie, petit à petit, fasse de la diplomatie avec ces deux régions pour, je pense, reprendre le territoire. Enfin, c'est ce que j'espère. Parce que la situation est très compliquée, malgré qu'on ait des usines et on a les possibilités de travailler. Et c'est un pays très riche. Mais face à l'OTAN, aux Ukrainiens, ça va être très compliqué sans l'aide de Russes. Merci d'être venu et de nous avoir donné votre position, votre point de vue. C'est avec plaisir. Merci à vous. Vous venez de regarder l'émission La Voix de la Vérité, animée aujourd'hui pour vous par Svetlana Kiseleva. Notre invité aujourd'hui a été Philippe Kalfin, qui combat aux côtés de l'armée de la DNR pour défendre le peuple du Donbass. Au revoir, à bientôt.